J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Ça va être une vidéo pause lecture sur tous les livres que je n'ai pas aimés et je dirais même ceux que j'ai détestés. Donc c'est tous les livres que j'ai notés dans mon carnet de lecture à moins de 3 sur 5. Je vous ai préparé une sélection et on va dire que c'est vraiment ceux qui m'ont déçu ou énervé. J'ai rédigé mes avis sur chaque livre pour que ce soit une critique constructive et bien sûr on peut débattre en commentaire. Je serais ravie de savoir si vous avez le même avis que moi ou l'avis complètement opposé. Le premier livre de cette sélection c'est Magnolia Parks, le tome 1. Alors j'avais déjà parlé de ce livre dans les livres du BookTok où je donnais mon avis. D'ailleurs j'aimerais trop faire une partie 2 à cette vidéo. Ce livre va interroger sur combien de personnes aimons-nous au cours d'une vie, ce qui en soi peut être une bonne interrogation et une bonne base pour une intrigue, sauf que j'ai l'impression qu'elle n'a pas été trop creusée dans le sens où la relation des personnages a été la toxicité incarnée. Pour vous donner un exemple, elle sort avec d'autres personnes pour le tenir à distance et lui il couche avec d'autres filles pour se venger d'elle, pour cela. Bref, ça n'a aucun sens leur relation. Et encore, c'était juste ça. En fait je me suis vraiment ennuyée pendant ma lecture et je ne comprends pas comment on peut aimer ce livre. Bien sûr je respecte vos avis, mais justement je l'avais vu partout donc j'étais persuadée que j'allais aimer. Je comprends pas du tout la hype. En plus il est comparé à Gossip Girl, donc je comprends encore moins parce que j'ai adoré la série. Là du coup on est dans la haute société londonienne. On va dire que si ça imite un petit peu les codes de Gossip Girl, ça rend la série un peu plus toxique et désordonnée. J'ai trouvé ça dommage que l'intrigue n'aille pas plus loin, dans la mesure où je me suis pas attachée à la personnalité des personnages. On dirait des personnages qui ont été caricaturés et puis voilà, il y a ce truc de toxicité mutuelle et la fille avait 3 crushs, donc on parle même pas de triangle amoureux à ce stade. Pour résumer pourquoi j'ai détesté ce livre, je le trouve exaspérant, frustrant, parce qu'en plus les personnages n'apprennent pas de leurs erreurs. Vous allez voir, c'est toujours la même boucle, toujours le même schéma, donc je ne comprends pas ce livre. Ça va de soi, mais je vais pas acheter les autres tomes qui sont sortis. Et puis c'est vrai que j'attendais un plot twist et il n'est jamais arrivé, du coup c'est juste décevant. Et puis c'est quand même une grosse brique comme ça, donc on a le temps de s'ennuyer. Après j'ai lu aucun autre roman de cette autrice, donc voilà, peut-être que c'était juste pas le bon livre. Deuxième livre de cette sélection, on va parler de Queen Bee. Pareil, j'ai pas lu d'autres romans de Alexia Gaia. Là on va être sur des points de vue alternés entre Johanna et Henry. Johanna elle se fait appeler Queen Bee sur les réseaux et on va se rendre compte qu'elle est littéralement en train de fuir son passé, qu'elle est endettée et qu'elle a plein de problèmes derrière elle. Suite à l'annonce du décès de son papa, elle va devoir retourner dans son village natal, là où tout le monde la considère comme non vivante. Donc elle va aller sur sa tombe, vous allez voir, il y a un petit passage dans le livre qui est quand même pas mal. Elle va de se faire rencontrer Henry, donc un gendarme qui lui aussi a vécu plusieurs épreuves, donc c'est une rencontre qui est un peu atypique. Globalement on a un bon début, on a une bonne base, sauf que j'ai trouvé les personnages très clichés, notamment Johanna. Je trouve que c'est trop caricaturé encore une fois et j'ai du mal avec ces personnages qui sont too much selon moi et du coup ça fait pas assez réaliste dans le roman. Et puis je l'ai quand même trouvé très long à commencer, donc je me suis ennuyée. Franchement je l'ai pas DNF parce que pour dire la vérité c'est ma cousine qui me l'a offert en plus il y a plusieurs années. Franchement je l'ai lu il y a 3 ans. Avec le recul peut-être que si certaines choses avaient été un petit peu plus poussées au niveau de l'intrigue et les personnages pas trop clichés, je pense que ça aurait pu le faire, mais là il manquait quelque chose. Du coup lui je lui ai mis 2,5 sur 5, il a la moyenne. Voilà pour mon avis dessus. Prochaine lecture que j'ai détestée, on va parler de Colleen Hoover avec Reminder of Him. Il y a trop de choses à dire sur ce livre. Alors déjà au niveau de l'intrigue principale, on va suivre Kenna qui vient d'être libérée de prison. Vous allez savoir pourquoi, mais elle a passé plusieurs années là-bas et elle va tenter de renouer les liens avec sa fille dont la garde lui a été retirée. Donc on a toute cette histoire de renouer les liens et rencontrer sa fille, et d'un autre côté on a donc l'histoire amoureuse parce que ça reste une romance. Je l'ai pas du tout trouvé sensé la rencontre amoureuse, donc ça va être avec Ledger. Je sais pas comment son prénom se prononce, mais c'est lui qui tient le bar local et il va s'avérer comme être un allié. En fait ce qui m'a dérangé c'est que l'autrice veut absolument qu'on éprouve de l'empathie envers Kenna, sauf qu'on va apprendre ce qu'elle a fait et moi il n'y a pas d'empathie à avoir. J'ai pas réussi à avoir de la peine pour ce personnage. Justement j'avais envie de dire non, ne retourne pas voir ta fille. Selon moi sa peine est méritée et puis la relation amoureuse dont je vous ai parlé n'a aucun sens. En plus étant donné ce qui s'est passé avec l'histoire de Kenna reliée au personnage masculin, si vous avez lu le livre vous le savez, comment il peut bien se comporter avec elle sachant ce qu'elle a fait à son meilleur ami. Ici on va évoquer le bien et le mal et du coup il y a plein de façons de voir l'histoire, donc je pense que les avis ont été très mitigés sur ce livre. C'est soit on aime soit on déteste, soit on éprouve de la compassion pour Kenna, soit on en a rien à faire. Ça a été mon cas et du coup forcément j'ai trouvé ma lecture très frustrante. C'est une romance émotionnelle, si vous ne l'avez pas lu vous me passez à côté de rien. Ensuite on va couper un petit peu avec du développement personnel. On va parler du 5e accord Toltec. Donc c'est le même auteur des 4 accords Toltec, mais cette fois-ci il l'a écrit avec son fils si je dis pas de bêtises. Donc moi j'ai lu le premier livre, forcément j'avais beaucoup aimé, même si plus je le lisais plus je me rendais compte que ça avait quand même une dimension très spirituelle. Je pense qu'il faut juste être à l'aise avec tout ça. On va être axé sur la voie de la liberté personnelle. Le concept du 5e accord c'est de nous amener à un niveau plus profond de
conscience et de la puissance de soi et in fine de nous ramener à l'authenticité avec laquelle on est né. Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais en vrai je sais que le premier livre m'avait fait beaucoup de bien, beaucoup de douceur et beaucoup d'identification, je dirais. Comme vous pouvez voir, je l'ai annoté puisque il va reprendre en fait les 4 accords. C'est pour ça que je ne lui vois pas beaucoup d'utilité. En fait on lit tout le livre, mais c'est un peu une reformulation du premier livre parce qu'on va reparler en détail des 4 accords et juste à la fin on rajoute le 5e. On va aborder la maîtrise de soi et le concept de vérité avec lequel je suis pas vraiment d'accord. Donc voilà, selon moi il n'y a pas vraiment une plus-value. Si vous voulez lire les 4 accords Toltec, autant acheter celui-ci parce que du coup vous avez le 5e avec. Et encore, je trouve que les 50 dernières pages sont très longues, très philosophiques. Je m'attendais pas à grand chose honnêtement en l'achetant, mais en fait le premier livre m'a tellement fait du bien que du coup je me suis dit je vais le lire, mais pour moi c'est juste commercial honnêtement. Il n'y a pas eu grand chose qui s'est rajouté au premier. Je m'attendais pas à grand chose, mais je suis quand même déçue. À certains moments je trouve que les auteurs partent un petit peu loin. Autant le premier j'avais le souvenir vraiment de pouvoir m'identifier à ces accords et pouvoir les appliquer au quotidien. Je lui ai mis 2 sur 5, vraiment pas du tout utile. Vous allez me demander pourquoi je l'ai annoté, c'est juste que quand je lis du développement personnel, je prends le réflexe dès le début du livre à surligner des passages, etc. Parce que généralement mes livres de développement personnel, je finis toujours par les relire, mais lui du coup ce sera pas le cas. Donc voilà mon avis pour lui. Je sais pas si ça vous intéresse que je parle plus de développement personnel. Ensuite on va continuer avec ce livre, donc la fameuse saga qui va être adaptée en série sur Prime Video. Ça je suis trop contente, donc là pour le moment ça va concerner le premier tome. Je me demande s'ils vont tous les faire, en tout cas lui, déception. Mais de toute façon on dit toujours que dans une bonne saga, il y a toujours un tome moins réussi que les autres. Donc c'est le 4e Campus Driver, sachant que j'ai adoré les 3 premiers. On va suivre Raphaël qui a été ajouté au groupe des Campus Driver, donc ça m'a un peu dérangée dans le sens où il est vraiment très différent et il est un peu antipathique au début. J'ai beaucoup moins accroché avec lui. Déjà je vais reprendre à la base, il vient parce que il y a un partenariat entre les Campus Driver et la Love Machine qui permet de faire des dates en voiture, donc avec le principe des Campus Driver dans leur université. Raphaël va donc être le conducteur de ces dates. Je comprends pas trop ce qu'il fait là parce que du coup il déteste l'amour au début, mais voilà, il va rencontrer Juliette qui elle est un personnage quand même très construit. Du moins on a envie de savoir ce qui lui est arrivé, il y a eu un traumatisme et on va dire que c'est ce qui m'a permis de pas DNF le livre et d'aller jusqu'au bout pour savoir ce qui lui était arrivé. Il était un peu long à la détente, j'ai fait une panne de lecture, franchement très étonnant pour une saga que j'ai adorée. Il y avait beaucoup de longueur et on est sur un slow burn. Alors d'habitude cette trope ne me dérange absolument pas, mais là c'était vraiment lent. Et puis bien sûr ce qui m'a maintenu jusqu'au bout c'est de revoir les autres Campus Driver que j'ai adoré. Le point positif je dirais c'est la représentation de l'handicap dans ce tome qui est plutôt bien exploité, donc ça c'est bien pour une fois qu'on exploite le sujet parce que parfois ça tombe vraiment comme ça. On nous pond une problématique mais on ne l'exploite pas et ça a tendance vraiment à me frustrer, alors que là on l'exploite et ça rend l'histoire encore plus belle et plus intéressante, même si j'ai été très déçue de cette lecture et c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. Je me suis quand même pas arrêtée là, j'ai lu le tome 5 et j'ai bien fait. Je pense tout simplement j'ai pas accroché avec les personnages, j'ai juste été déçue et en panne de lecture sur ce tome, mais par contre lisez le tome 5 parce qu'il est vraiment génial. En tout cas moi je l'ai beaucoup aimé et le mieux pour les Campus Driver, même si c'est des histoires indépendantes, c'est quand même de lire dans l'ordre. Mais si vraiment vous avez pas envie de lire lui, je pense que c'est pas très important parce que encore une fois c'est des histoires qui n'ont rien à voir les unes des autres, c'est juste qu'on va retrouver le groupe qui évolue au fur et à mesure. Donc voilà, prochaine déception, on va parler de The Roommate. Si j'avais su, je sais pas pourquoi je me suis fiée à la couverture, je me suis dit elle est toute mimi, je l'ai lu il y a genre 1 an et demi, quelle angoisse, j'ai cru que j'arriverais jamais à le terminer. Il y a énormément de smut, en fait c'est un livre à smut, donc forcément l'intrigue n'est pas poussée, ça manque de profondeur. Je vais vous dire vraiment ce qui m'a dérangé en plus du smut. En fait j'aurais aimé que la connexion entre les deux protagonistes s'étende plus loin que juste la dimension physique. Avec la couverture je m'attendais à quelque chose qui est cliché, mais peut-être aussi quelque chose d'un peu drôle, un peu poussé, avec par exemple des pics entre les personnages dans le jeu de séduction. Pourtant c'est les tropes que j'adore, on est sur la proximité forcée, enemies to lover, normalement c'est une bonne base pour une romance. J'ai trouvé très ennuyant, par exemple Clara, elle est très antipathique, je l'ai trouvée hyper plate, ses choix de vie sont très douteux, par exemple avec ses parents, elle quitte sa vie privilégiée etc, mais on n'en sait pas plus, c'est pas plus poussé. Pareil, on nous apprend dès le début qu'elle court après un homme depuis 2 décennies, c'est énorme parce qu'en soi les personnages sont quand même jeunes, et puis cet homme en plus c'est pas réciproque. Ce qui l'aurait rendu meilleur c'est peut-être de développer tout ce côté familial de Clara. Je me serais peut-être plus accrochée au personnage. Là on est juste sur une relation superficielle entre 2 personnages, n'en parlons même pas de Josh qui ne sert à rien littéralement, à part physiquement il ne sert à rien. Une trope avec des colocataires, en vrai sympa, mais pas pour moi visiblement. On va passer à un roman où ça me fait mal de ne pas l'avoir aimé. C'est un roman qui a explosé sur le BookTok cet été et du coup j'étais persuadée que j'allais l'aimer étant donné que j'adore l'autrice, que j'ai adoré Happy Place, People We Meet on Vacation. Il faut que je lise Funny Story aussi, mais là j'avoue ça m'a un petit peu refroidi.
avis, on va parler de Comme dans un roman d'été d'Emily Henry. Je lui ai mis 2,5 sur 5, donc c'est tout pile la moyenne. Il me semble que je vous avais fait rapidement mon avis au début du livre dans la vidéo où je rangeais ma bibliothèque, sauf que depuis j'ai écrit mon avis, j'ai pris du recul sur le livre. Alors on va être sur deux auteurs qui vont se lancer un défi d'écrire un livre dans le style de l'autre, alors que pourtant tous les opposent. C'est le livre qui est parfait à lire l'été, sauf que j'ai fait une panne de lecture, il n'y avait pas assez d'enjeux à mon goût. En fait la rivalité et le défi que se sont lancés les personnages, en fait ça prend pas tellement de place dans l'intrigue et c'est dommage parce que c'est ça que j'aimais bien. Les personnages ils sont creux, franchement ils changent tout le temps d'avis, donc c'est un peu lassant à lire au bout d'un moment. Ils sont mous, en fait t'as envie de les secouer pour qu'il se passe un truc. C'est un coup oui, un coup non, un coup je sais pas. Par contre j'adore Emily Henry parce qu'il y a toujours une morale dans ses romans, donc là on va aborder le sujet du pardon, de l'amour, de la famille. Ce qui m'a touchée c'est par exemple la relation de Gianni et son papa. D'ailleurs à la mort de son papa il lui lègue une maison sur le lac et c'est pour ça qu'elle rencontre Gus, du coup son partenaire d'écriture, puisqu'ils sont voisins, et on va en apprendre beaucoup plus sur la relation entre Gianni et son papa, pourquoi il lui a légué cette maison, qu'est-ce que ça veut dire et surtout qui il était vraiment. Vous l'aurez compris, j'ai trouvé ce roman très lent et je suis vraiment triste de pas l'avoir aimé au même titre que j'ai aimé les romans que j'ai lus de cette autrice, mais c'est pas grave, peut-être que je me rattraperai une prochaine fois. Je vous le recommande pas forcément en vrai. Si vous avez envie de découvrir l'autrice, je vous conseille plus Happy Place par exemple, que j'ai adoré. Peut-être que c'était totalement voulu que les personnages soient assez mous comme ça et que au final la relation elle aille peut-être pas plus loin ou elle soit pas plus creusée. Pourtant j'ai bien aimé le fait que tous les opposent, genre vraiment elle s'appelle Janvier, il s'appelle Août, bon en anglais c'est plus stylé. Bref, c'était ma déception de cet été. Je vais couper cette vidéo avec un livre de Noël, donc là on a Minuit à la charmante librairie de Jenny Colgan. J'adore la couverture, franchement si vous avez des livres pour Noël à me conseiller, je suis preneuse. Vraiment j'ai un faible pour les couvertures qui représentent les saisons. Pour vous expliquer rapidement l'histoire, on va suivre Carmen qui travaille dans une petite librairie, sauf que celle-ci va devoir fermer ses portes et donc pour sauver la librairie il va y avoir un tournage de film organisé. En plus l'histoire se passe à Édimbourg, donc il y a énormément de charme, de références culturelles à la ville, donc j'ai adoré ce côté là. C'est une comédie de Noël qui se veut pleine de charme, pleine de douceur dans les rues d'Édimbourg. Sur le papier tout a l'air incroyable, en réalité c'est un livre déprimant. Je suis hyper cash dans cette vidéo mais après c'est le but de vous dire vraiment ce que j'en ai pensé. En fait Carmen elle a le moral à zéro pendant tout le livre. Par exemple elle se plaint de sa relation amoureuse, elle est clairement pas heureuse, ça se voit, mais il y a rien qui change pour autant. C'est un peu frustrant quand les personnages ils ne passent pas à l'action, mais après je pense que c'est voulu pour représenter aussi les personnes qui peuvent réagir comme ça aussi dans la situation réelle, enfin dans la vraie vie. Bref, du coup j'ai eu du mal avec ce personnage parce que ça plombe complètement l'ambiance du livre, surtout pour un livre de Noël. Je m'attendais peut-être à plus de magie de Noël. En plus la couverture et le titre on dirait vraiment un mood cosy. Au final je comprends pas le rapport avec le titre. Le mood de l'écriture est quand même assez froide, j'ai envie de dire. En plus la romance du coup elle est pas vraiment présente. Je lui ai mis 3 sur 5, mais ma note est peut-être un petit peu gentille avec le recul. J'espère que cette année je vais tomber sur la pépite de Noël. Prochaine lecture que j'ai détestée, et là vraiment je pèse mes mots, c'est mon premier roman de cette autrice. Il s'agit de Check and Mate d'Ali Hazelwood. La couverture est trop belle et moi qui suis fan d'échecs et qui joue aux échecs, il y avait tout pour me donner envie, une romance des échecs. En plus Ali Hazelwood j'en ai entendu que du bien, donc voilà j'avais trop hâte de commencer ma lecture. Je l'ai lu au printemps et la lecture m'a paru interminable. Grosso modo on va parler de Mallory qui était une joueuse d'échecs réputée mais qui a dû arrêter. On va revenir un petit peu sur le pourquoi, sauf que des années plus tard elle va devoir affronter Nolan, le champion du monde des échecs et le bad boy des échecs, et c'est là où ça me gêne un petit peu. Je vais y revenir un petit peu après. En tout cas on sent vraiment la volonté de Mallory de s'occuper à présent de sa famille. On sent dès le début qu'elle en a fini avec les échecs, que c'est du passé et qu'elle n'y jouera plus jamais. Donc bref, le résumé est un peu décalé mais je me dis ok, il y a tous les ingrédients. Je commence ma lecture et je déteste les personnages. Nolan d'un côté il a aucune personnalité, ce personnage est plat. Je comprends pas pourquoi il est pas plus ressorti. C'est quand même le champion du monde des échecs. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait partie du livre. C'est un sentiment assez étrange. Et Mallory elle est juste chiante, franchement. Même sa famille est chiante. J'avais pas du tout de compassion pour elle, même de voir un peu la relation avec ses sœurs et de sa famille qui a l'air compliquée. La trame par contre était excellente. J'ai trouvé l'idée trop cool d'être dans le monde des échecs. J'ai bien aimé savoir pourquoi elle avait arrêté. J'ai bien aimé le petit groupe d'échecs et les amitiés qui se sont créées pour justement aller à différents tournois d'échecs. Je me suis ennuyée en fait, je pense que je m'attendais à mieux. Aussi autre point, je l'ai trouvé dans le rayon jeunesse, mais il y a le smut qui est abordé à plusieurs moments, mais dans les conversations d'adolescents, et quand je dis adolescents c'est 12 ans, et du coup j'ai trouvé que c'était un petit peu décalé. Peut-être que ça n'avait rien à faire là, tout simplement ça faisait pas naturel. Par contre voilà, j'ai lu que des bons avis sur ce livre, donc je pense que ça vient vraiment de moi, de mes goûts perso.
perso. Je vais quand même pas m'arrêter là pour Ali Hazelwood parce que j'ai envie de découvrir d'autres romans de cette autrice qui me font vraiment envie. Après coup, je pense que je suis déçue de ne pas l'avoir aimé. Alors là, je vais me faire plaisir sur ce livre. Avec du recul, j'ai beaucoup trop de choses à dire. Je vous en ai parlé dans mon bilan des 6 premiers mois de 2025. En fait, on est sur une comédie romantique qui va parler de Naomi qui vient de s'échapper littéralement de son mariage. Donc sa vie, c'est un peu n'importe quoi. Et en plus, elle découvre qu'elle a une nièce. Elle va devoir la garder. Et sa nièce a 11 ou 12 ans, il me semble. Donc voilà, elle va arriver dans un petit village où elle va devoir tout reconstruire après un mariage raté et après la découverte de l'existence de cette nièce. D'ailleurs, elle ne sait même pas où est sa sœur. Ça, on y revient dans le livre. Je sais pas si on se rend compte, mais il fait genre 600 ou 700 pages. Il est très long. Je vous l'avais déjà expliqué, mais je pense que je suis pas la bonne cible parce que c'est des personnages qui ont genre 40 ans. Et même si dans leur réaction et dans leur façon d'être, on dirait qu'ils ont 15 ans, je sais pas. Ça m'a paru un peu trop décalé et je pense que voilà, je suis peut-être pas la bonne cible. J'ai pas du tout réussi à m'identifier au personnage. Il y a beaucoup de détails, il est très long, très répétitif. Et honnêtement, j'ai trouvé ça dommage parce que le fond est bon. Ce truc de mariage raté, de rencontre avec la nièce, ça aurait vraiment pu donner quelque chose de bien. Il aurait peut-être fallu enlever, je sais pas, un tiers du livre qui ne sert à rien, sachant que c'est mon premier roman de Lucy Score. Je sais pas trop où me situer, si je lirais d'autres livres d'elle, parce que en plus, le personnage masculin de Knox, alors je sais pas comment ça se prononce, il se fait appeler déjà le Viking. J'ai trouvé très stéréotypé, très gênant. En gros, il tient un bar et il ne fréquente pas le bar quand ses employés sont dans leur cycle menstruel. Donc il juge ses employés trop émotifs durant cette période, donc il préfère ne pas venir au bar pour tout simplement les éviter. C'est comme ça pendant tout le livre. Je trouve qu'il a vraiment, enfin, je le vois vraiment comme la personne qui profite de la détresse de Naomi au début, qui vient de terminer son mariage. Je l'ai un peu trouvé grossier ce personnage. Après, je me rassure, je me dis que c'est peut-être moi qui a du mal avec l'ambiance générale du livre au niveau de l'âge des personnages, mais voilà, on reste quand même sur quelque chose d'assez caricaturé. Faut savoir un truc sur moi, c'est que j'ai vraiment du mal, même si le livre est mauvais, à arrêter ma lecture. Sauf que voilà, ce livre, je l'ai vraiment pas trouvé bon. Ça me donne pas du tout envie de lire les 2 prochains tomes, donc je vais m'arrêter là. En fait, je vois pas dans quel monde j'aurais pu l'aimer, même si les personnages étaient plus jeunes et qu'ils étaient moins stéréotypés. Je pense qu'il y avait beaucoup trop de longueur. Donc je lui ai mis 3 sur 5. En vrai, ça va, j'ai été gentille. Ensuite, on a un autre livre de Noël que j'ai lu cet hiver, Amour et chocolat. J'adore le titre, franchement, ça promet une romance toute mignonne. Et en effet, la romance va se passer sur le marché de Noël d'Oslo. Edwige, elle va remplacer sa sœur qui, il me semble qu'elle est enceinte, mais en tout cas, elle ne peut pas venir sur son stand. Donc c'est un stand de spécialité régionale, enfin très sympa. Et elle va rencontrer Igor qui va devenir son colocataire pour les prochains mois. Alors là, j'ai noté quand même pas mal de choses. J'ai détesté le personnage d'Igor qui est prétentieux, gênant, il est mou et il est très égoïste. Il y a également un trigger warning dépression, mais c'est abordé avec légèreté étant donné qu'on est dans une romance de Noël. Globalement, j'ai ressenti énormément d'ennui, encore une fois. Et pourtant, vous le savez, je suis le genre de personne qui peut s'enchaîner un livre en une journée, il n'y a aucun problème. Mais là, c'était super long et pourtant, le décor était vraiment sympa au marché de Noël d'Oslo. Il y avait tout pour former une bonne romance, mais je l'ai pas retrouvé. C'était pas chaleureux comme je m'y attendais, c'était décalé et c'était limite un peu à côté de la plaque. Je pense que c'est le pire livre de Noël que j'ai lu. Pourtant, j'en ai pas lu beaucoup, donc en soi, j'ai pas beaucoup de motifs de comparaison. En plus, Edwige, la protagoniste féminine, je n'ai aucun souvenir d'elle, littéralement. Elle m'a pas du tout marqué et puis c'est que Igor prend énormément de place dans leur relation. J'ai regardé un peu les avis et encore une fois, je suis la seule à penser ça, donc peut-être que c'est la romance idéale de Noël et que je n'ai pas goût pour ce genre de livre, mais en tout cas, ouais, j'ai pas aimé, c'était trop décalé. Igor qui vient d'Osgore, enfin, c'était trop cliché et pas assez ambiance de Noël que j'avais envie de retrouver dans ce livre. Moi, de toute façon, quand le personnage masculin, il est odieux comme ça, j'y arrive pas. Franchement, j'y arrive pas. Je lui ai mis 2,5 sur 5. On arrive enfin au dernier livre qui n'est autre que Bodyguard, donc le tome 3. Je sais que Bodyguard, c'est soit on aime, soit on déteste, parce que c'est très prévisible. En soi, on est sur des romances entre garde du corps et la cliente à chaque tome. Mais pour moi, c'est quand même des histoires qui sont indépendantes. Donc déjà, vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Mais elles sont quand même chacune uniques. Genre, chacune a sa particularité. Celui-là, du coup, on va être sur une second chance romance. En plus, on va évoquer les traumas de Sawyer. Donc c'est un tome où j'avais hâte d'en savoir plus. Je sais que dans les 2 premiers, on savait que Sawyer avait arrêté son métier de garde du corps pour plusieurs raisons. Et là, on va creuser justement ces raisons. Donc comme je l'ai dit, c'est une saga qui est plutôt prévisible. Mais le tome 3, c'est vraiment poussé. Genre vraiment, dès les 30 premières pages, même pas, vous savez ce qui va se passer, comment ça va finir. Et vous pouvez même deviner les rebondissements. Contrairement à beaucoup de personnes, moi j'ai adoré Sawyer. Enfin, il m'a pas dérangé. C'est plus Scarlett où je l'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé qu'elle se remettait pas en question. Et justement, j'étais hyper touchée par l'histoire de Sawyer. Et je me suis investie dans son histoire alors que Scarlett, pour moi, c'était vraiment nul. Enfin, je l'ai pas trouvé intéressante ce personnage. Quand j'aime pas un personnage comme ça, je trouve que ça me gâche ma lecture parce que j'arrive pas à me mettre dedans. Sans surprise, j'ai fait une panne de lecture sur ce livre, chose qui ne m'était pas du tout arrivée avec les Bodyguards jusqu'à maintenant. Peut-être que j'ai trouvé que leur histoire d'amour était bâclée, ou alors qu'elle allait que dans un sens, ou alors que c'était trop superficiel, je sais pas.
en tout cas il manquait quelque chose selon moi. Peut-être effectivement que Sawyer il manquait un peu de personnalité, je veux dire comparé à ses frères, parce que c'est vrai que ses frères ils ont vraiment des personnalités très marquées si j'ai envie de dire, ils sont chacun différents, mais Sawyer il est un peu comme les autres, vous voyez, peut-être que j'aurais aimé le voir un peu différent. Ce que j'ai aimé dans ce livre c'est l'enquête sur les parents et aussi l'intrigue du tome 4 qui va s'installer au fur et à mesure, tome 4 que j'ai adoré, mais les choses intéressantes ne prennent pas beaucoup de place pour mon plus grand désarroi. Donc le roman il va vite à certains moments, alors que justement certaines choses elles méritent d'être plus poussées dans l'intrigue. La fin elle m'a vraiment déçue, donc là c'est comme les Campus Driver, voilà, forcément qu'il y avait un tome que j'allais moins aimer que les autres. Heureusement que le tome 4 et 5 je les ai adorés tous les deux. Je pense que voilà, celui-là c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de mal, lui je lui ai mis 3 sur 5. Donc voilà, écoutez, j'ai fini de me plaindre sur tous les livres que j'ai détestés, ou du moins les livres qui m'ont déçu. J'ai pas su leur accorder une bonne note, et pourtant je me considère comme lectrice assez facile en soi au niveau de la romance, je suis pas très compliquée, mais là c'est vraiment les livres que j'aurais aimé potentiellement apprécier, mais ça n'a pas été le cas. Je serais curieuse d'avoir vos avis en commentaire sur chaque lecture que j'ai présentée dans cette vidéo, savoir un peu ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou si justement c'est pas du tout le cas pour vous et vous avez adoré votre lecture. Ce qui est bien avec cette vidéo c'est que je pense que je peux la refaire tous les ans voire tous les 2 ans, parce que j'aurai forcément une liste qui va s'agrandir, même si en ce moment toutes les lectures que je lis elles sont entre 4 et 4,5. En ce moment je suis sur une bonne lancée au niveau des notes de lecture, mais voilà, je devais faire cette vidéo, ça fait un moment que je devais la filmer. Je pense que ce qui en ressort c'est plus de la déception de pas avoir accroché, par exemple avec des livres populaires etc, et ça prouve bien que chacun a son avis et qu'on est tous différents au niveau de s'identifier aux personnages etc. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!